Isabelle, pour comprendre la femme et le coach que tu es aujourd'hui, raconte-nous d'abord, tu viens d'où? Alors, je suis née dans une petite ville de la Loire. D'ailleurs, je suis née dans mon village où la maternité a fermé l'année d'après. Donc, je suis un des derniers bébés à naître à Charlieu. Il y a un musée de la maternité qui a été créé. Donc, peut-être qu'il y a le landau où je suis née. Je suis née à Charlieu, donc c'est à la frontière entre le Rhône et la Saône-et-Loire. Mes parents étaient ouvriers, mon papa travaillait à l'usine et ensuite il a eu deux métiers. Il a été entrepreneur, donc il était chef d'équipe dans une entreprise de jouets et après il a été artisan plâtrier peintre. Et ma maman travaillait à domicile, elle racoutrait. Donc c'est un terme de bonneterie. Bonneterie, c'est tout ce qui concerne le textile. On est près de Lyon, donc il y a beaucoup de métiers à tisser. Il y avait beaucoup de métiers à tisser dans le village où je suis née. Et donc beaucoup d'industrie du textile à l'époque. Quelle était l'ambiance dans ta famille? Beaucoup le travail. Donc c'est la campagne, c'est une toute petite ville. Moi, je suis enfant unique, j'ai pas de frères et sœurs. Je rêve d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Très très studieux, comment dire, très valorisé. Les études sont très valorisées parce que on vit pas, on n'est pas pauvre, mais c'est quand même difficile au niveau économique. Et donc mes parents valorisent les études parce que pour eux c'est le moyen de sortir de sa condition en fait. Mes grands-parents vivaient à côté. On est vraiment dans une maison mitoyenne. Mes parents ont restauré leur maison, donc pas de vacances. Les quelques moments de liberté, mon papa les utilisait pour rénover la maison. Et moi, je m'ennuyais dans ma petite campagne. Et je me souviens, je rêvais en écoutant la radio les mois d'été parce que mon grand-père faisait beaucoup de jardin. Et donc, quand tu es à la campagne, tu fais toutes les conserves, etc. Donc, c'était un peu ma tâche de l'été. Et je rêvais aux émissions de Nagui, je me souviens, qui envoyaient des gens faire des vacances. Tu sais, il y avait des jeux, ils partaient en vacances. Et je me disais, oh là là, C'était pas Argelès-sur-Mer. n'oubliez pas votre brosse à dents, un truc comme Je ça, me non? rappelle plus du Oui, titre. avec une valise, en gros, Voilà, tu c'est gagnes ça. et tu gagnes un Ah voyage. ouais. Et alors Ouais. je rêvais de ça. Et puis je rêvais aussi devant l'émission de télé de Paul-Émile Victor, tu sais, de reportages sur le monde. L'évasion. Donc Ouais, ouais. tu rêvais d'évasion, de voyage, de découverte. Oui. Et puis je lisais énormément parce que je m'évadais aussi par ce moyen-là. Dans des histoires romanesques. J'ai aussi beaucoup lu, tu vois, des Roger Frison-Roche pour Premier de Cordée, etc. Du coup, ça m'emmenait dans d'autres paysages que ma campagne, que je trouvais sûrement assez ennuyeuse. Et est-ce que dans ta famille, autour de toi, on exprimait ses émotions ou plutôt c'était pudique, on cachait Cachait, ouais, beaucoup. Alors, il y avait ce côté où on cachait, on parlait pas. Et puis, je vivais à côté de mes grands-parents. Et en fait, il y avait de l'instabilité quand même émotionnelle de la part de certains membres de ma famille. Ce qui fait que, tu vois, parfois c'était tu, puis parfois c'était explosif. Donc il y avait, c'est comme ça, des phases de calme, et puis des fois des phases complètement, on va dire, anormales. Parce que assez vite, je me dis que c'est pas normal. Je sais pas trop ce que je trouve anormal, mais je trouve que c'est pas normal. Mais du coup, il n'y a pas de l'expression d'émotion, il n'y a pas de l'authenticité calme en fait. et ça répercute sur toi quel genre de petite fille. Bon, tu nous parles que tu rêves d'évasion, mais en toi, en interne, qu'est-ce qui commence à, je sais pas, à naître, à ce qui va être ta personnalité Ouais. Alors moi, je veux régler les problèmes des adultes, tu vois déjà. ouais. C'est-à-dire que du coup, face à ces instabilités émotionnelles,
j'essaye d'arranger les choses. Donc je fais un peu le- enfin, je comprends assez vite les personnalités des adultes et je veux essayer d'arranger. Je suis la médiateur, on va dire, médiatrice. Bon, ça se passe pas toujours comme je le souhaite et souvent ça me retombe dessus, mais j'essaye tout le temps d'être le médiateur parce que du coup ces conflits, ça me fait peur. Est-ce que tu crois que c'est là que s'est formée ta manière d'observer, d'écouter, de ressentir ce qui se passe chez les autres? Tellement, ouais, ouais, tellement. Parce que je comprends leur histoire. Tu vois, je les questionne pas parce que ça se faisait pas hein, de demander aux gens de raconter leurs histoires. Mais je comprends assez vite les impacts qu'ils ont eus parce que du coup, des deux côtés, il y a eu de l'impact, notamment au niveau de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que mes grands-parents maternels ont été ce qu'on appelle expatriés parce qu'ils n'étaient pas alsaciens, ils vivaient à Metz. Donc ils ont été envoyés dans une région sans rien. Et puis mon papa a perdu son père à la Seconde Guerre mondiale. Il était résistant et il a été fusillé par les Allemands. Donc je comprends assez vite l'histoire familiale et que finalement ils ne sont pas à l'aise avec les émotions et qu'en même temps ils ont des difficultés de par leur nature, de par leur histoire en fait. Je le comprends très vite. Et finalement il y a comme une forme de résilience que je ne peux pas nommer à ce moment-là, mais que je comprends très vite parce que du coup, je comprends qu'ils ont beaucoup eu de difficultés et que ça a créé des troubles. Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu dises qu'avant tes 40 ans, tu vivais en mode warrior? Euh, C'était quoi ce mode-là pour toi et est-ce qu'il y a un lien avec... Bah oui, parce que d'un côté, j'ai un peu comme une injonction de réussir à l'école, parce que c'est comme la porte de sortie, tu vois. Ils me disent, bah, si tu veux vraiment réussir ta vie, il faut que tu fasses des études, que tu sois la première à l'école. Et je me souviens, je recevais une poupée, tous les trimestres, on avait un classement, et je recevais une poupée d'une région dans une boîte plastique. Je détestais ces poupées, mais je voyais que ça faisait tellement plaisir à mes parents de m'offrir cette poupée. Ils devaient en plus, j'imagine, sortir beaucoup d'argent pour cet objet de collection. Alors moi, je n'aimais pas trop ces poupées, mais je voyais que ça leur faisait tellement plaisir. Donc il y a ce côté, tu dois être la première pour réussir. Ça m'a quand même challengé longtemps, tu vois, parce qu'après, au travail, bah, quand tu es commercial, bah, fallait être sur le podium des meilleurs vendeurs, de toujours être performante, de toujours être dans la perfection. Et puis, bah, je pouvais encaisser pas mal de chocs, parce que j'ai eu un grand choc émotionnel à mes 30 ans. Et en fait, je tenais, tu sais, je tenais par la force tout le temps. Et du coup, ben j'ai pris cette espèce de bonne carapace de allez-y, envoyez-moi des problèmes, je vais gérer quoi. Même pas mal, tu vois, tu sais. Est-ce que tu étais très exigeante avec toi-même? Ben oui, forcément, forcément, c'était jamais assez, tu vois. Jamais assez. J'étais jamais assez, assez la première. D'ailleurs, j'ai vécu un moment difficile parce que je pars faire mes études à Saint-Étienne. Moi, j'avais jamais connu la ville. Je me souviens encore. J'ai encore l'image de mon papa qui m'emmène donc emménager dans un appartement et je vois cette grande ville et je suis effrayée, tu vois, de sortir de ma campagne, même si j'avais envie de découvrir le monde. Et puis, c'est pas ce que je voulais faire comme étude, donc je suis pas bien. Et je réussis pas comme je réussissais avant. Donc, c'est super difficile parce que je suis pas la première, quoi. Et du coup, ça te coûte quoi à ce moment-là, dans toute cette période émotionnellement? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Du déni. Je mets de côté toutes mes émotions. Tu vois, du coup, je deviens. Euh, alors que je suis quand même je pense que j'ai toujours été une gentille fille, tu vois. Tu sais, je pense que cette nature, elle est restée. Mais du déni de ce que je vis, tu vois. Vraiment. De, de, ouais, de ce qui se passe pour moi à ce moment-là.
Et la vie est plus un combat que... Il y a le mode Isabelle en société qui est très très joyeuse, et puis il y a le mode intime où c'est pas fou, je suis pas trop bien, je me sens triste de l'intérieur. Mais il y a un tournant. Ouais, Les 40 ans. Ces 40 ans. À ces 40 ans, tu prends une décision forte. Être la même personne partout. ouais. Qu'est-ce qui t'a conduite à cela? Ben, je me rends compte à ce moment, j'ai 40 ans, j'ai donc perdu mon papa à l'âge de mes 30 ans, d'une manière brutale parce qu'il a mis fin à sa vie. J'ai eu mon enfant et je viens de me séparer du papa de ma fille assez rapidement après notre union. Donc là, c'est deux chocs pour moi les plus importants de ma vie, dans le mauvais sens, on va dire. Pas la naissance de ma fille, qui serait là le point ultra positif. Et puis, je vois que je tiens quand même ce rôle, tu vois. Et puis, je commence d'être confrontée à la fois mon travail qui me demande tellement, et puis mon enfant qui me demande de la présence aussi. Et j'ai tenu ce mode warrior pendant tout ce temps. Et à un moment, je suis authentique avec ma direction et je leur dis, je vais pas super bien parce que je me retrouve avec mon enfant à tout gérer. Le papa de ma fille ne prend pas vraiment le pas de la décision, tu sais, de faire en alternance. Et donc, je dis, bah, j'ai plus envie de jouer. Ouais, j'ai envie d'être qui je suis vraiment. Et bien sûr, il y a comme une forme comment dirais-je, les autres comprennent pas vraiment, puisque j'ai toujours été celle qui était hyper positive, hyper optimiste, peut-être même trop, tu vois. Et là, d'un coup, je dis, bah, je vais pas bien. Comment réagit l'entourage qui n'est pas habitué à ce que... Bah, notamment, je réfléchissais là en préparant l'épisode. Mon patron de l'époque était un ancien collègue qui était devenu mon manager. Lui, il veut pas d'une Isabelle qui va pas bien, tu vois. Il essaye de me oui. dire mais non, il faut que tu réussisses tes objectifs parce qu'en plus mon chiffre d'affaires s'écroule. Et du coup, il me dit bah non, il faut que. Et moi, je dis il faut que tu y arrives. Et je dis ben je peux plus là, j'y arrive plus. Et donc, il y a comme une forme Ils sont un peu démunis, tu vois, parce ils m'ont jamais vu sous cet angle-là, quoi. Et puis c'est à ce moment que je décide de vraiment me faire accompagner. Donc il y a eu peut-être aussi ce virage de manière concomitante où je me fais accompagner avec de l'art-thérapie. Et là, je trouve ça génial parce que je comprends encore plus de choses. Je m'intéresse, là je commence vraiment, je tombe dans la connaissance de soi. Tu sais, c'est écrit là au-dessus du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Et du coup, il y a une forme de boulimie, de lecture sur qui on est. Et je revisite l'histoire de ma famille d'un point de vue psychologique, mais du coup très scientifique. Je fais une école de psychologie clinique. Après, donc, je me forme à l'art-thérapie. Après, bon, je tombe dans ce truc tu vois, plus t'en apprends et plus tu te dis, mais c'est géant. Et je pense que j'ai toujours eu cette appétence pour la connaissance de l'autre et la connaissance du monde, finalement, tu vois, c'est ce qu'on parlait au début. Parce que commercial, t'apprends aussi à connaître les autres. Tu vois, Oui. t'apprends à qui est en face de toi. Et finalement, c'est pas tant de vendre des objets qui est important, mais c'est d'être en relation. Du coup, est-ce que ça marque pour toi le début d'un autre rapport à l'écoute, à la vérité, à la vulnérabilité? Oui. Et je vois que tout s'imbrique à la fois dans mon... Je décide pas encore de... Je me forme à l'art-thérapie, mais j'ai pas vraiment d'idée, tu vois, de me dire je vais devenir art-thérapeute. Je me forme parce que ça me plaît. Et puis en plus, c'est sur du long terme. On visite tous les... Comment dire tous les pans de la vie.
le déménagement, le mariage, la vie âgée. Et tout le temps, je trouve ça trop bien, tu vois. Et avec les tableaux qui, en fait, c'est comme une projection de ton inconscient sur le tableau, je dis, mais c'est juste. C'est comme si jusqu'à présent, j'avais connu qu'un pouillème de l'humain. Que là, je pouvais encore découvrir, sans voyager, encore plus de choses. Et puis, je me rends compte que du coup, ça fait sens avec mon métier de commercial. Et les gens viennent se confier à moi dans le cadre du travail, tu vois. Alors que souvent, je veux dire, je leur pose pas de questions. Ils me racontent leurs difficultés, leurs doutes, leurs problématiques, des petites choses de la vie. Et finalement, je vois qu'on a tous les mêmes, en fait, qu'on est tous des humains et que les problématiques sont un peu variées et en même temps universelles, tu vois. Et que je découvre aussi que, je découvre, je valide le fait que l'amour reste le point crucial de la vie. L'amour amoureux, crucial dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui challenge tous les humains. Et le chemin vers toi. Et le chemin vers moi. Compostelle. Ouais. Si je te dis Compostelle, que en 2016, tu pars marcher sur le chemin de Compostelle. Qu'est-ce que tu es parti chercher à ce moment-là, en 2016? Ouais. Donc 2016, je suis à Toulouse. Donc j'ai rencontré mon compagnon qui est devenu mon mari. Alors là, ça avait été aussi un grand moment, une épreuve, dans le sens où je quitte tout mon environnement lyonnais et j'embarque ma fille et on déménage. Et ça a été difficile aussi avec le papa de ma fille à gérer. Et en fait, j'avais fait une démarche d'adoption de maman solo avant de rencontrer mon compagnon. Ouais. Et puis, c'était quelque chose dont on avait parlé quand on s'est rencontrés. Donc, j'ai ma fille, elle a 5 ans. Et puis, je lui dis clairement que j'avais fait cette démarche. Moi, je rêvais d'une grande famille pour pas renouveler, tu sais, le fait d'être enfant unique, qui s'ennuie, qui rêve d'avoir des frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que j'avais... donc, ça faisait 1 an que j'étais sur le projet, tu sais, t'as des rencontres, des réunions, tout ça. Et puis, on me dit, donc on était encore à Lyon, on me dit, on va venir faire une visite dans votre domicile pour voir si vous pouvez accompagner un enfant. À l'époque, on n'a qu'une chambre, donc j'ai qu'une chambre où est ma fille. Donc je me dis, on va faire des lits superposés. Et donc j'en parle à ma fille parce que je me dis, je ne sais pas à quel moment ils vont venir. Donc elle est petite. Et le soir même, elle range toute sa chambre. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je prépare l'arrivée du bébé. Et c'était vraiment chaud. Donc je rencontre mon compagnon actuel et puis... je me dis, il faut que je remette en route, il est d'accord pour qu'on poursuive à 2. Et le fait d'avoir changé de région fait qu'il faut repartir depuis le début. Le processus. Et puis, c'est plus le même projet. C'est plus moi et puis ma petite fille. C'est nous deux et ma petite fille. Et puis, lui, il se sent pas... Il aurait accepté si ça avait été le cas avant, mais lui, il se sent pas dans cette démarche de devoir justifier qu'on est bien capable d'accueillir un enfant, tu vois. Et donc on me dit non, il faut repartir depuis le début. Et moi je suis... C'était vraiment un truc un désir qui me chevillait au corps, comme vraiment un truc que si je réussissais pas d'avoir d'autres enfants, c'était foutu, quoi. Et puis j'en ai un peu marre de ça, d'avoir ce truc-là. Je peux pas avoir, on n'arrive pas à concevoir un autre enfant. Et donc un matin, je me dis, oui, j'ai envie de partir sur le chemin de Compostelle et lâcher ça. Et en fait, je suis partie de chez moi un samedi matin. Et puis la première étape, elle s'est faite à l'île Jourdain. Donc pour les Toulousains, ils sauront que c'est à peu près une quinzaine de kilomètres. Non, Lévignac. Et après l'île Jourdain. Et donc là, je me retrouve toute seule dans un gîte où, je sais pas, il peut peut-être contenir 20 personnes, à un orage phénoménal.
J'appelle mon mari, je dis, tu viens manger avec moi? Il me dit, bah non, t'as voulu partir. Non, non. Deuxième soir, pareil, je me retrouve toute seule à l'île Jourdain. Et je l'appelle, je lui dis, tu viens manger avec moi? Il me dit, non, non, t'as voulu partir. Et heureusement, parce qu'il serait venu manger, je repartais avec lui, tu vois, Ouais. j'abandonnais. Et sur ce chemin, j'ai trouvé tellement de choses. Donc chaque année, je repartais, donc d'étape en étape. C'est-à-dire que j'arrivais, tu vois, je suis arrivée dans le 65. L'année d'après, je repartais de là où je m'étais arrêtée. Donc j'ai fait ça sur 5 ans. Et à la fin, je finis 15 jours pour vraiment finir. Je reprends le bus jusqu'à Bilbao parce qu'au début, c'était lui qui m'amenait. Mais là, à la fin, ça fait amener trop loin pour revenir, tu vois. Et je rencontre 3 jeunes filles, filles uniques, qui parlaient français, des Espagnols. Mais elles parlaient parfaitement le français, sortaient d'une faculté française. Et elles commencent de m'appeler Maman Issa. Hmm. Et moi, je fais pas tout de suite le lien, tu vois, je fais pas tout de suite le lien. C'est juste quand on arrive à Compostelle, sur le parvis de l'église, de la cathédrale. Et là, encore une fois, tu vois, c'est toujours le chemin qui compte et pas la destination. Parce que quand j'arrive à Compostelle, je trouve la basilique moche. Déçue de me dire, c'est pas waouh. Tu vois, c'est pas le truc, oh, c'est tellement beau. Non, c'est un peu dépressif parce que tu te dis, puis maintenant, tu vois, qu'est-ce que je. Ça fait 4 ans que je marche. Et là, en fait, elles doivent voir ma tête un peu, parce qu'elles étaient parties un peu devant. Et puis, elles viennent vers moi, j'ai mon sac à dos, elles me prennent. Et puis, on avait rencontré d'autres jeunes gens en cours. Et elles me prennent, elles me font sauter avec mon sac sur le dos. Et elles me disent, Maman Issa, Maman Issa. Elles me disent, tu as réussi. Parce que pour elles, j'avais réussi quelque chose, tu vois, mais il n'y avait rien à réussir. Et en fait, à ce moment, j'entends le mot maman d'une autre manière. Et je me dis, ah, mais en fait, je peux être maman sans être maman physiquement. Tous les enfants sont nos enfants. Tous ces jeunes sont mes enfants. Et je me mets à pleurer de cette compréhension, tu vois. Et encore aujourd'hui, tu vois, je suis émue par rapport à ça. De me dire, il a fallu ce chemin pour comprendre ça. Et puis bien d'autres choses, parce que finalement, on pense que le chemin, il est fait pour réfléchir. Mais du coup, tu retraites ta vie d'une autre manière. Et puis à un moment, il n'y a que l'essentiel qui compte. Manger, boire, dormir et te laver. Et du coup, la vie, après, elle a une autre saveur quand tu reviens. Et souvent, j'y repense à ça parce que je me dis, est-ce que tu as l'essentiel? Et tu sais, les besoins de base là, de la pyramide de Maslow. Et je crois qu'on se plaint trop souvent qu'on n'a pas l'essentiel. Tu vas d'oublier qu'on a l'essentiel. Et bien sûr, il y a le désir d'accomplissement qui est très important. Mais déjà, tu as l'essentiel et tu dois être heureux avec ça, quoi. Et puis ensuite, on a eu 2 jours où on est parti brûler quelque chose. On dit qu'on doit brûler ses habits au bout, à la fin de la terre. Moi, j'ai brûlé une lettre pour mon papa et ça a aussi permis de clore ce moment de vie, on va dire, le, assez complexe pour moi. Ouais, ouais. Donc, il y a eu vraiment. Et le changement, tu le vois pas. Tu reviens pas, puis tu es une autre personne. En fait, tu sais, c'est comme un sédiment que tu déposes, tu vois. Et puis d'un coup, tu vois que tu réagis différemment, qu'il y a les importants qui sont différents, que les petites choses sur lesquelles tu pouvais t'agacer, ben, tu t'agaces plus. Tu prends une forme de sagesse, je trouve, après avoir fait ce chemin. Et puis, à 50 ans, tu dis qu'à 50 ans, tu as compris tout ce que tu avais vécu. Oui, Et que tout ce que tu avais vécu avait un sens. oui. Quel fil conducteur tu vois entre toutes ces étapes que tu viens de nous raconter? En fait, c'est comme si je me retournais
Tu sais, quand mon père met fin à ses jours, je me dis que ma vie est foutue. Je me vois me couper émotionnellement et vraiment être dans ma tête pour gérer. À 30 ans, 38 ans, 40 ans, donc ce moment où je décide finalement d'être vraiment qui je suis, tu vois. Euh, et, et c'est comme si à 50, d'ailleurs je me souviens très bien, j'avais écrit un post le jour de mes 50 ans, où je dis, ben voilà, je pensais que j'avais pris perpétuité euh, au fait que mon papa avait mis fin à ses jours, parce que réellement, quand on te dit ça, c'est comme si tu dis, mais ma vie est foutue. Alors qu'il s'agissait de la sienne, tu vois. C'est fou comme on peut se, se- Bien sûr que ça a eu de l'impact, mais c'était quand même surtout sur lui que ça avait eu de l'impact. Et je disais, ben, en fait, j'ai eu une remise de peine, mais dans tous les sens, tu vois, de peine, la peine que j'ai eue et une remise de peine. Et c'est comme si tous ces événements, la séparation avec le papa de ma fille, le fait d'avoir déménagé ici, d'avoir commencé un travail thérapeutique, puis de m'être formée au coaching, de commencer, d'avoir accompagné des gens, eh bien, c'est comme si tout était des pièces du puzzle parfait, que tout était nécessaire pour en arriver là, tu vois. C'est comme si c'est une évidence que euh, la vie, je ne sais pas quelle force supérieure avait créé tout ça pour que je devienne cette personne-là. Toutes ces parties de ta vie, de ton histoire, euh, ramènent à des pièces du puzzle qui font le dessin, le paysage en fait de ta vie. Et, et ce sens-là, quand tout a fait sens pour toi, en tout cas, comment tu l'as amené à ta posture de coach aujourd'hui? Comment on en vient à Isabelle Ouais, Leroy, la coach? ouais. Ben, je me suis fait accompagner par des thérapeutes, par des psychologues, par des coachs. Au cours de mes formations, j'en ai fait aussi. Et du coup, le fait d'avoir fait cette compréhension à la fois de ma vie et aussi des théories que j'ai vues, tu vois, où ça prenait encore plus de compréhension, de connaissance de l'humain, je me dis, mais je ne peux pas garder ça pour moi, dans le sens où moi, ça m'a beaucoup apporté. Et ça m'a permis d'être douce aussi avec ce que j'ai vécu et d'être maintenant dans une grande joie de ce qui m'arrive, tu vois, que ce soit les défis ou au contraire les bonnes choses. Il y a plus ce côté force qui est présent, euh, même si de temps en temps je pourrais encore retomber là-dedans. Et je me dis, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas comment dire, ça doit servir à quelque chose pour que du coup c'est encore plus de sens. Il n'y a pas eu tout ça pour que bah, juste je me dise bah ouais c'est super. En coaching il y a un exercice où tu sais il y a vraiment l'identité, c'est-à-dire que moi maintenant je sais vraiment qui je suis, je me connais bien. Et il y a qu'est-ce qui est plus grand que toi, tu vois. Et du coup ça, qu'est-ce qui maintenant donne du sens aux derniers jours de ma vie, euh, comment je vais encore plus pouvoir contribuer, tu vois, c'est vraiment de moi vers le monde. Et puis j'ai vu mon papa dans ses difficultés psychologiques et puis aussi professionnelles en étant artisan. J'ai mon époux qui aujourd'hui est à son compte. Donc je connais très bien ce monde de l'entrepreneuriat, pour l'être moi aussi. Je connais très bien le monde du management et de ce qui pourrait être le management par la force, les pressions que les gens vivent, que j'ai moi-même vécu aussi. Ça, on n'en a pas évoqué, mais dans mon travail, j'ai aussi vécu des pressions, tu vois, du chiffre et bien au-delà. Et du coup, c'est la vie aussi, tu vois. Et avec ce que je connais personnellement, ce que j'ai traversé et ce que je connais de manière théorique, bah, je me dis, c'est presque une obligation, tu vois, une mission que d'accompagner des gens parce que tu peux être dans la douleur et si tu t'occupes pas de ça, eh ben, il y a les maladies qui arrivent et la vie, elle est précieuse, elle est courte.
Franchement, c'est dommage de tomber malade parce que finalement, des fois, la finalité, si tu t'occupes pas de tes émotions, si tu t'occupes pas de ce qui se passe à l'intérieur de toi, et ça vaut pas le coup alors que tu pourrais être accompagné et que ça peut être facile, tu vois. Et puis quand je vois le résultat sur les gens, c'est génial. Parce que, waouh, tu sais, tu t'es nourri de ça aussi, hein, d'avoir pu accompagner quelqu'un vers une transformation positive. Justement, en parlant de ta façon à toi d'accompagner aujourd'hui, tu te définis comme une coach confidente. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et par Alors, rapport à ton histoire? ouais, la coach confidente, c'est euh, ben, co- co- par rapport à ce que j'ai traversé, j'ai vu plein de thérapeutes, tu vois, plein de personnes où j'allais mettre des bouts comme ça, tu vois, un peu éparpillés. Et moi, j'ai envie de pouvoir accueillir les gens dans leur ensemble et qu'ils n'aient pas besoin de se dire, bah ça, je peux pas le dire parce qu'elle est coach, tu vois. Ça, je peux pas en parler euh, parce qu'elle va pas me comprendre. Et parfois, des fois, c'est juste, tu sais, des fois, on sait pas pourquoi on va pas bien. On sait pas ce qu'on disait tout à l'heure. On sait pas pourquoi on est bloqué. On sait pas pourquoi on trouve plus de sens. Tu sais, c'est juste des fois de tirer le fil. Tu sais, de juste un peu dénouer les chevaux. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que avant tout cela, il y a une forme d'accueil de la personne euh, où presque tu vois en premier lieu, et ça se fait pas parce que c'est pas professionnel, mais c'est un accueil différent. Presque tu pourrais dire à la personne, allez viens, viens, on fait un gros câlin, tu vois, et juste avant que tu parles, juste je t'accueille dans ce que tu es là maintenant, avec ce que tu vis. Je sais peut-être pas encore ce que tu vis, tu vois, mais juste, je t'accueille en humanité et je trouve que ça peut se faire dans un cadre qui est professionnel et qui est pas de se faire un câlin physique, tu vois. Même si, tu vois, j'ai l'exemple d'un mentor, c'est un Canadien, il fait une tournée en France actuellement, et à la fin de sa conférence, il prend les gens dans ses bras. Comme Ama, tu sais, cette indienne qui prend les gens dans ses bras. Et franchement, moi, je l'ai eu fait 3 fois avec lui. Et tu sais, t'as même plus envie de parler, tu vois, quand t'es accueilli dans ton humanité. Un gros câlin, un vrai câlin, ça permet déjà de... Et donc, c'est un peu cet espace, cette forme que moi je propose, c'est-à-dire quoi que tu aies vécu, quoi que tu vives actuellement, viens et je t'accueille dans cette humanité et voyons comment ton demain peut être mieux que ce qui est ton aujourd'hui. Si on devait conclure sur ce que tu aimerais, ce que tu veux que ressentent tes clients quand ils te parlent, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux qu'ils se sentent quand ils sont en séance avec toi? Moi, je veux qu'ils se sentent libres de dire ce qu'ils ont à dire, euh, qu'ils se sentent vus, euh, aimés, dans un sens très noble du terme, hein, je veux dire, pas jugés, euh, que oui, je crois qu'on recherche tous cet amour inconditionnel, tu vois. Et on a beaucoup de jugements par rapport à soi-même. On a du jugement des autres, mais on a aussi beaucoup de jugement par rapport à soi-même. Et du coup, c'est de se sentir, euh, oui, qu'ils puissent tout de suite, tu vois, être en amour de ce qu'ils sont en train de vivre. Et qu'ils arrivent aussi à descendre dans leur corps, parce que c'est très important. Et c'est aussi cette notion de se déposer, tu vois, de faire de la tête à mon cœur, à mon ventre, et vraiment de pouvoir dire, ah ben tiens, je viens pas passer un moment pour papoter, je viens pas passer un moment pour, tu vois, faire n'importe quoi émotionnellement, mais je sais que dans cet espace, je vais être vue et entendue, et non jugée. Voilà. Merci Isabelle de nous avoir partagé aussi ton histoire, tout
tout ce que tu as vécu et qui t'amène à être cette coach que tu es aujourd'hui. Merci à toi pour cette Merci. interview.